Sophie claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs. Sa grand-mère, assise à la table de la cuisine, avait annoncé qu'elle entamait un jeûne indéfini pour expier les péchés de sa petite fille et la ramener sur le droit chemin. Mais ce qui choqua Sophie plus que tout, ce fut le regard vide de la vieille femme. Comme si elle avait déjà renoncé à la vie pour forcer le destin. Sophie s'effondra sur le sol du couloir, les larmes coulant sur ses joues. Comment en était-elle arrivée là? À 25 ans. Elle avait enfin trouvé l'amour. Un amour pur et dévorant avec Camille. Mais sa famille, ancrée dans les traditions catholiques du sud de la France, voyait cela comme une abomination. Marseille, la ville portuaire vibrante où elle avait grandi, semblait soudain étouffante. Ses rues animaient un labyrinthe de jugements silencieux. Camille l'attendait en bas de l'immeuble, adossée à sa moto, ses cheveux noirs flottant au vent méditerranéen. À 28 ans, elle était l'incarnation de la force tranquille. Avec ses yeux verts perçants et son sourire qui pouvait désarmer n'importe qui. Elle s'était rencontrée lors d'un festival de cinéma indépendant à Paris, où Sophie, étudiante en littérature, avait été captivée par le documentaire de Camille sur les luttes des femmes marginalisées. Leur connexion avait été immédiate. Un feu qui avait consumé les doutes de Sophie sur son orientation. Mais maintenant, ce feu menaçait de tout brûler. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Camille en la serrant dans ses bras. Sophie octa, expliquant le jeûne de sa grand-mère. Élise, une veuve de 78 ans qui avait élevé Sophie après la mort prématurée de ses parents dans un accident de voiture. Élise était le pilier de la famille. Une femme pieuse qui passait ses journées à l'église Saint-Victor, priant pour le salut des siens. Pour elle, l'homosexualité était un vice moderne, une tentation du diable qu'il fallait éradiquer. Le soir même, dans leur petit appartement du quartier du Panier, Sophie et Camille s'assirent sur le balcon, surplombant la mer agitée. Elle pense que si elle souffre assez, Dieu me changera, murmura Sophie, la voix brisée. Camille, qui avait elle-même fui une famille conservatrice en Bretagne, serra les dents. C'est de la manipulation émotionnelle. Tu ne peux pas la laisser te détruire comme ça. Mais au fond d'elle, Sophie savait que le lien avec sa grand-mère était viscéral. Élise l'avait aimée inconditionnellement jusqu'à ce que Sophie avoue son amour pour Camille. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Sophie appelait Élise toutes les heures, suppliant qu'elle mange. Mais la vieille femme refusait, citant des versets bibliques sur le sacrifice. Les oncles et tantes de Sophie se rangèrent du côté d'Élise, accusant Sophie d'être égoïste, de briser le cœur d'une femme âgée. Pense à ce que tu fais à notre famille, lui dit son oncle Pierre lors d'un appel tendu. Sophie raccrocha, le cœur serré. Était-ce vraiment son choix qui causait tout cela? Ou les préjugés ancrés dans des générations? Camille, de son côté, luttait contre sa propre rage. Elle avait vu trop de amis LGBTQ+ rejetés par leur famille, certains finissant à la rue ou pire. Elle proposa à Sophie de couper les ponts. Mais Sophie hésitait. Elle est tout ce qui me reste de ma enfance, confia-t-elle. Camille comprit. Mais une fissure apparut dans leur relation. Camille se sentait reléguée au second plan, comme si l'amour de Sophie pour elle était conditionnel. Un soir, après une dispute où Camille accusa Sophie de faiblesse, elles firent la paix dans les bras l'une de l'autre. Mais le lendemain, un appel de l'hôpital changea tout. Élise avait été admise pour déshydratation sévère. Sophie se précipita à son chevet, trouvant sa grand-mère affaiblie mais déterminée. Je jeûne pour toi, ma chérie. Pour que tu voies la lumière? Murmura Élise.
Sophie pleura, tenant sa main ridée. Et si la lumière? C'était Camille? Osa-t-elle demander. Élise ferma les yeux. Un silence lourd s'installant. De retour chez elle, Sophie affronta Camille. Je ne peux pas l'abandonner. Mais je ne peux pas te perdre non plus. Camille hocha la tête. Mais ses yeux trahissaient une peur grandissante. Elles décidèrent d'affronter la famille ensemble lors d'une réunion improvisée chez Élise. Une fois sortis de l'hôpital. Mais ceux qui les attendaient allaient tester les limites de leur amour. La réunion familiale se déroula dans la maison d'Élise. Une vieille bâtisse provençale aux murs couverts de photos jaunies. Sophie et Camille entrèrent main dans la main, affrontant les regards hostiles des oncles, tantes et cousins. Élise, encore pâle mais assise droite dans son fauteuil, présidait l'assemblée comme une matriarche inébranlable. Nous sommes ici pour sauver Sophie, déclara-t-elle d'une voix ferme. Pierre, l'oncle aîné, prit la parole en premier. Cette relation n'est pas naturelle. Pense à tes parents. Sophie. Ils n'auraient pas voulu ça. Sophie sentit la colère monter. Mes parents m'auraient aimée telle que je suis. Camille intervint calmement, l'amour n'a pas de genre. C'est la société qui impose des chaînes. Mais ces mots furent accueillis par des murmures désapprobateurs. Une tante, Marie, brandit un article sur les thérapies de conversion, suggérant que Sophie pourrait guérir avec de l'aide professionnelle. Sophie explosa. Guérir de quoi? D'aimer? Élise leva la main pour apaiser. Mais ses yeux étaient emplis de tristesse. J'ai vu des amis perdre leur âme à cause de cela. Je ne veux pas te perdre, ma petite. Sophie sentit un doute s'insinuer. Et si sa grand-mère avait raison? Et si cet amour était une illusion? Après la réunion, Camille et Sophie rentrèrent en silence. Il te lave le cerveau? Dit enfin Camille. Sophie admit, j'ai peur de les décevoir. Cette nuit-là, elles parlèrent jusqu'à l'aube. Camille partageant son propre passé, rejetée par ses parents à 18 ans. Elle avait reconstruit sa vie à Paris, devenant réalisatrice engagée. J'ai payé le prix de ma liberté. Es-tu prête à payer le tien? Les semaines suivantes, la pression s'intensifia. Élise reprit son jeûne par intermittence, envoyant des lettres culpabilisantes à Sophie. Les amis de Sophie, divisés. Certains la soutenant, d'autres la jugeant. Au travail, comme professeure de français dans un lycée marseillais, Sophie sentait les regards curieux des collègues après des rumeurs répandues par la famille. Camille, sentant Sophie s'éloigner, commis une erreur, elle contacta un groupe de soutien LGBTQ+ pour organiser une intervention. Mais quand Sophie l'apprit, elle se sentit trahie. Tu agis dans mon dos, hurla-t-elle. Camille répliqua, je fais ça pour nous. Leur dispute escalada. Camille partant claquer la porte, laissant Sophie seule avec ses démons. Le lendemain, Sophie reçut un appel d'Élise, viens me voir. Seule. À la maison. Élise confia un secret partiel, j'ai connu une amie. Autrefois. Qui? Mais j'ai choisi la famille. Sophie pressa pour plus. Mais Élise se tut. De retour, Sophie trouva Camille partie chez une amie. Une note, j'ai besoin d'espace. Réfléchis à ce que tu veux vraiment. Sophie passa la nuit à errer dans les rues de Marseille, questionnant tout. Était-ce l'amour ou la peur qui la retenait? Le matin, elle décida d'affronter ses doutes, elle appela un thérapeute pour explorer ses sentiments. Mais lors de la session, le thérapeute, neutre, l'aida à voir que son amour pour Camille était authentique,
Pas une phase. Revigorée, Sophie contacta Camille pour se réconcilier. Elles se retrouvèrent au Vieux-Port, s'embrassant sous les lumières du soir. Mais un appel urgent interrompit, Élise avait fait une chute. Hospitalisée à nouveau. Cette fois, les médecins l'avertirent, son jeûne affaiblissait son cœur. Sophie se précipita. Camille à ses côtés malgré tout. À l'hôpital, Élise murmura, peut-être que je me trompe. Mais était-ce sincère? Ou une nouvelle manipulation? Sophie sentit le poids des choix, sauver sa grand-mère ou son amour. Les couloirs de l'hôpital La Timone à Marseille étaient froids et impersonnels, contrastant avec la chaleur étouffante de l'été provençal. Sophie veillait au chevet d'Élise, qui respirait faiblement, branchée à des moniteurs. Camille attendait dehors, respectant l'intimité familiale, mais son cœur battait la chamade. Elle va s'en sortir? Se répétait Sophie. Mais les médecins étaient pessimistes, à 78 ans. Avec un jeûne prolongé, le risque d'arrêt cardiaque était élevé. Pierre et Marie arrivèrent, accusant implicitement Sophie. Si tu avais écouté, elle n'en serait pas là. Sophie riposta, c'est son choix extrême qui l'a menée ici. Pas le mien. Pour la première fois, elle défendit ouvertement son amour pour Camille, citant des études sur l'acceptation LGBTQ+ en France moderne. Mais la famille resta sourde, ancrée dans leurs croyances. Camille, entendant les voix haussées, entra. Sophie n'est pas responsable. L'amour n'est pas un péché. Pierre explosa, sortez d'ici. Vous corrompez notre nièce. Élise, éveillée faiblement, murmura, laissez-les. Un silence tomba. Pour la première fois, Élise semblait douter. Sophie prit sa main, mamie. Je t'aime. Mais je ne changerai pas qui je suis. Sortie de l'hôpital, Sophie et Camille marchèrent le long de la corniche. La mer Méditerranée scintillant sous la lune. Je crains qu'elle meure en me haïssant, confia Sophie. Camille la serra, elle t'aime. C'est la société qui l'aveugle. Elles parlèrent de leur avenir, peut-être déménager à Paris, où les mentalités étaient plus ouvertes. Mais Sophie hésitait, attachée à ses racines marseillaises. Les jours suivants, Élise se stabilisa, mais refusa de voir Camille. Sophie naviguait entre l'hôpital et son appartement, épuisée. Au travail, une collègue bienveillante lui offrit du soutien, révélant son propre coming-out difficile. Cela renforça Sophie, qui organisa une rencontre avec un prêtre progressiste pour discuter avec Élise. Le prêtre, Père Julien, expliqua que l'Église évoluait, que l'amour était divin quel que soit le genre. Élise écouta, mais ses yeux restaient hantés. Puis vint la trahison, Pierre, sans consulter Sophie, contacta un centre de thérapie de conversion, inscrivant Sophie à son insu. Quand elle l'apprit par un email, la rage l'envahit. Elle confronta la famille, vous violez mon autonomie. Élise, informée, murmura, c'était pour ton bien. Sophie claqua la porte, jurant de ne plus revenir. Camille la soutint, mais leur relation craqua sous la pression. Lors d'une dispute, Camille avoua, je me sens comme une intruse dans ta vie. Peut-être qu'on devrait faire une pause. Sophie, terrifiée, refusa, non. Tu es ma vie. Elles se réconcilièrent, mais une distance s'installa. Sophie commença à questionner, valait-il la peine de tout sacrifier pour un amour contesté? Un soir, seule,
Sophie fouilla de vieux albums photos d'Élise. Elle trouva une lettre jaunie, adressée à une certaine Louise, datant des années 1960. Les mots étaient tendres, évoquant un amour interdit. Le cœur battant, Sophie comprit, sa grand-mère avait peut-être vécu la même chose. Elle décida de confronter Élise le lendemain. À l'hôpital, Sophie montra la lettre. Élise pâlit, « Comment as-tu » Mais avant qu'elle réponde, un moniteur bipa frénétiquement. Élise s'effondra. En arrêt cardiaque. Les médecins accoururent. Sophie hurlant de désespoir. Les minutes suivant l'arrêt cardiaque d'Élise furent un chaos, défibrillateur. Injection. Cris des infirmiers. Sophie fut poussée dehors. Où Camille la rejoignit, la tenant serrée. Elle va s'en sortir, murmura Camille. Mais Sophie sanglotait, rongée par la culpabilité. Si elle n'avait pas montré la lettre, peut-être. Miraculeusement, Élise fut stabilisée, mais plongée dans un coma artificiel. La famille se rassembla, priant en silence. Pierre accusa Sophie, « C'est ta faute ? Avec tes questions. » Sophie, brisée, ne répondit pas. Elle rentra avec Camille, passant la nuit à relire la lettre à Louise, des promesses d'amour éternel. Brisée par la pression sociale. Élise avait choisi le mariage avec le grand-père de Sophie, enterrant son secret. Le lendemain, Sophie partagea la découverte avec Camille. Ma grand-mère était comme moi. Pourquoi a-t-elle nié ? Camille répondit, la peur. Les années 60 étaient impitoyables. Cela éclaira Sophie, les conflits internes d'Élise étaient un miroir des siens. Elle décida de creuser plus, contactant d'anciens amis d'Élise. Elle apprit que Louise avait été une voisine, partie subitement après un scandale. Pendant ce temps, la relation avec Camille se tendait. Camille, frustrée par l'obsession de Sophie pour le passé, sortit plus souvent avec des amis. Une soir, elle rentra tard, odeur d'alcool. Sophie l'accusa de fuir, « Tu me laisses seule avec ça. » Camille riposta, « Et toi ? Tu me sacrifies pour ta famille toxique. » Elles se séparèrent pour la nuit, dormant dos à dos. Sophie, tourmentée, visita Élise tous les jours, parlant à son oreille comateuse. « Je sais pour Louise. Pourquoi as-tu caché ?» Un jour, Élise remua faiblement, sortant du coma. Ses premiers mots, « Pardonne-moi. » Sophie pleura, tenant sa main. Élise confia, « J'aimais Louise. Mais la société m'a forcée à choisir. J'ai épousé ton grand-père pour survivre. » Le choc fut immense. Élise avoua avoir projeté sa propre honte sur Sophie, craignant qu'elle souffre comme elle. « J'ai payé le prix, une vie de regret. » Sophie, émue, promis, « Je ne ferai pas la même erreur. » Mais Élise implora, « Ne dis rien à la famille. » Sophie hésita, garder le secret. Ou le révéler pour guérir les blessures ? De retour, elle raconta à Camille. Elles se réconcilièrent, l'honnêteté renforçant leur lien. Mais la famille pressa Sophie de « corriger » son chemin pour le bien d'Élise. Sophie refusa, annonçant son intention de vivre ouvertement avec Camille. Pierre menaça de la déshériter. Mais Sophie tint bon. Élise, sortie du coma, rentra chez elle. Sophie organisa une confrontation finale, toute la famille réunie. Élise, affaiblie, écouta les arguments. Puis, dans un moment de courage, elle murmura, « J'ai aimé une femme. Autrefois.
Le silence fut assourdissant. Pierre pâlit. Marie pleura. La famille explosa en accusations. Certains niant. D'autres fuyant. Sophie et Camille quittèrent la maison, main dans la main. Mais le prix était élevé, des liens brisés, des cœurs blessés. Élise, seule avec ses regrets, écrivit une lettre finale. Les semaines après la révélation furent un tourbillon émotionnel. La famille se divisa, certains, comme Marie, contactèrent Sophie pour s'excuser, admettant leurs préjugés. Pierre, however, coupa les ponts, accusant Élise de mensonge. Élise, de son côté, se rapprocha de Sophie, passant des heures à partager des souvenirs de Louise. Elle était mon soleil, confia-t-elle, les yeux humides. Sophie vit sa grand-mère sous un nouveau jour, non plus une tyran, mais une victime du temps. Camille et Sophie, renforcées, décidèrent de déménager à Paris. Là, Camille poursuivrait ses films. Sophie enseignerait dans un lycée inclusif. Leur amour, testé par le feu, émergea plus fort. Mais les cicatrices restaient, Sophie rêvait souvent de la lettre, questionnant les choix moraux. Avait-elle eu raison de forcer la vérité? Élise, sentant sa fin approcher, dicta une lettre à Sophie. Ma chère petite fille, j'ai jeûné pour te guérir. Mais c'était moi qui avais besoin de guérison. J'ai caché mon amour pour Louise pendant des décennies, payant le prix d'une vie inauthentique. Ne fais pas comme moi. Vis ton amour avec Camille, librement. Pardon pour la douleur que je t'ai infligée. Élise mourut paisiblement une semaine plus tard, entourée de Sophie et Camille. À l'enterrement, la famille murmura. Certains acceptant, d'autres non. Sophie lut la lettre publiquement, révélant le secret. Des larmes coulèrent. Des débats s'ensuivirent. Pour Sophie, ce fut une libération, elle honora Élise en vivant ouvertement. Des mois plus tard, à Paris, Sophie et Camille marchaient main dans la main le long de la Seine. Elles parlaient de mariage, d'avenir. Mais Sophie se questionnait encore, les choix qu'elles avaient faits étaient-ils justes? Les dommages collatéraux valaient-ils la liberté? La société française, en évolution, offrait espoir, loi sur le mariage égalitaire, mouvement LGBTQ+. Pourtant, dans les coins sombres, les préjugés persistaient. Sophie écrivit un journal, espérant inspirer d'autres. Camille filma un documentaire sur leur histoire, titré « Les secrets cachés ». Leur vie continua, marquée par les pertes et les gains. Sophie apprit que l'amour vrai exigeait des sacrifices, mais aussi du courage. Camille, à ses côtés, rappelait qu'ensemble, elles pouvaient affronter tout. Pourtant, une question persistait, Élise a-t-elle eu tort de cacher son secret pendant si longtemps? Ou était-ce le seul choix viable à son époque?